Vous êtes sur Medi 1, très heureux de vous retrouver dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. En parlant de problématiques, ce sont des animaux qui nous accompagnent de temps en temps. Ils sont présents dans notre vie. On en a en fait des animaux de compagnie. Pourquoi est-ce important aujourd'hui d'en avoir? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, c'est une substance que nous utilisons pour stimuler le corps. Nous en avons parfois besoin quand on a un travail de longue haleine à abattre. On parle évidemment de la caféine. La caféine est-elle notre amie pour la vie? Pourquoi aujourd'hui y a-t-il des risques de consommer autant de caféine? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission également avec mes invités du jour. Il s'agit de Donatien. Donatien, vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Nous remercions également Fatoumata. Vous êtes étudiante en journalisme. Un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Génération News. Plaisir partagé. Et nous terminons avec un habitué également du plateau de Génération News, Nathan, étudiant en management des affaires. Bienvenue chez toi, tout simplement, Nathan. Merci, Régis. Voilà, les amis, nous allons parler de la première problématique, évidemment. Une problématique qui concerne tout le monde, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que c'est un fait des sociétés également. Raison pour laquelle Génération News a décidé de mettre un peu du doigt sur cette thématique. Il s'agit des animaux de compagnie. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui réellement, Nathan, ce phénomène, cet effet de mode, j'ai envie de dire, des animaux de compagnie? Alors, je crois que pour ceux qui en ont besoin ou ceux qui se prêtent à ce jeu-là d'animaux de compagnie, c'est simplement le fait de chercher de la compagnie, comme le nom l'indique, et peut-être combler un vide sociétal. Parce qu'aujourd'hui, avec la génération des têtes baissées, les gens se sentent peut-être de plus en plus seuls. Et on a besoin de combler ce vide-là, ce vide familial, ce vide dans le foyer, avec des animaux de compagnie pour remplir la maison, comme on dirait. Donc c'est uniquement pour combler un vide, selon vous, le fait d'avoir un animal de compagnie? Je crois que c'est plus un signe d'un besoin affectif. Parce que faire d'un animal d'animal domestique à animal de compagnie, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de notre relationnel déjà. Aussi. Vous voyez, il y a des exemples de personnes qui ont légué leur héritage à des chiens. Oui, c'est le cas de notre ami, à une chatte, voilà. Choupette d'ailleurs, voilà, donc, notre ami dans la mode, qui est décédé personnellement. Ça veut dire qu'il y a un problème affectif quelque part, il y a un problème de relation avec l'être humain d'abord, pour arriver à ce stade d'affinité ou même d'affection prononcé pour des animaux. C'est vrai que Fatoumata, tout à l'heure, Nathan parlait évidemment de la transformation, le processus de transformation d'un animal domestique à animal de compagnie. Alors évidemment, il y a une grande différence. Elle se situe où exactement la différence animal de compagnie et animal domestique? En fait, je dirais que quand on parle des animaux de compagnie, on parle plus des chats, des chiens, ce qu'on voit plus à la télé, à l'Occident. Et par rapport aux animaux domestiques, c'est plus les chèvres, les moutons, les vaches, ce que mes parents peuvent élèvent et après ils vont vendre ça. Parce que quand on parle des animaux de compagnie, c'est un animal que tu trouves, que tu amènes chez toi et qui va te tenir compagnie. Donc après, il n'y aura pas de vente après. Alors que pour les animaux domestiques que tu peux élever, après tu tues pour te nourrir avec. Donc, il y a une forte différence. Exactement. En parlant de forte différence, parce qu'évidemment, votre position, elle est tranchée, elle est claire. C'est pas que vous êtes contre les gens qui adoptent, évidemment, ces animaux de compagnie, mais vous m'avez laissé entendre que vous, en tout cas, personnellement, vous ne voyez pas l'utilité. Pourquoi? Parce qu'on parle de compagnie. Moi, je suis à un stade où dans mon relationnel, je ne trouve pas l'utilité ou le besoin de trouver un animal pour me tenir compagnie. Pour le moment, je pense que l'idéal, ce serait que je me contente des gens. Peut-être qu'un jour viendra où les gens ne me suffiront plus parce que je ne suis pas écoutée, parce que je ne suis pas comprise. Peut-être que je me retournerai vers les animaux de compagnie. Comprenons que les animaux de compagnie ont divers rôles ou utilités dans la vie d'une personne. Si on regarde bien l'Occident, c'est plus responsabiliser parfois l'enfant, permettre d'aller en promenade. Et là, nous sommes dans des sociétés où c'est pas comme en Afrique. Il n'y a pas la socialisation, il n'y a pas
un relationnel assez diversifié où tu vas chez ta tante, chez ton oncle, vous parlez, vous discutez. Il n'y a pas tout ça. Ici, je me lève chez moi, il y a beaucoup de personnes qui y vivent. Donc, je peux parler à chacun de mes problèmes. Oui. Je peux trouver quelqu'un pour me tenir compagnie. Alors que là-bas, ce n'est pas la même chose. Ben, en fait, c'est comme vous l'avez dit, Fatoumata, mon cher Donatien. Fatoumata disait également dans son argumentaire que l'animal de compagnie a plusieurs rôles. Il peut être celui-là qui arrive à distraire également, mais il peut être le confident. Alors, Fatoumata, elle est beaucoup plus dans le relationnel, mais l'animal de compagnie a plusieurs rôles, notamment celui du confident, qui permet évidemment d'être dans cette forme de psychologie où on se confie, on extériorise ce qu'on a dans le cœur. Oui, en fait, pour aller, avant d'ouvrir cette brèche, en fait, il faudrait constater une chose. Les animaux, en fait, si on parle de compagnie animalière, c'est pas quelque chose qui date de maintenant. Les animaux, on les garde, si on remonte à l'Égypte antique, ou bien l'histoire même du continent africain, les animaux, déjà, on les gardait. Ouais. Ils avaient un rôle, après ce que les hommes ont fait de cet usage-là, certains ont déifié certains animaux, mais n'empêche que ces animaux-là ont toujours joué un rôle auprès de l'homme. Oui, parce que deux fois, c'était pour protéger, on utilisait des animaux comme garde de corps, comme voilà, exactement. Donc vous voyez qu'en plus on progresse, je pense que la donne n'a pas changé, elle est la même, juste que les sociétés ont changé du point de vue du comportement, du point de vue de la société et puis les normes et les règles qu'on met en place. Et il y en a qui prennent des animaux de compagnie uniquement pour se protéger Exactement. Je vais vous prendre des exemples. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vu l'évolution de certains pays, il y a des aveugles qui ont des chiens de compagnie pour les aider à sortir. Exactement. Ils marchent avec, ça les aide, mais encore plus loin, on voit des cas où il y a même des chiens qui gardent des enfants. C'est-à-dire que le propriétaire de ce chien-là peut sortir faire des petites courses et le chien reste avec l'enfant. On voit de ces cas, on a même vu des cas où il y a eu des sauvetages. C'est des animaux qui interviennent. Donc vous voyez qu'il faudrait peut-être étendre le raisonnement un peu plus loin en se rendant compte que ces animaux-là peuvent être d'une très grande utilité, bien que certaines personnes diront même plus loin que l'animal est parfois plus loyal que l'être humain. Parce que les trahisons, un animal, j'ai rarement vu un animal trahir son maître. Ouais, en général, les chiens sont très fidèles, c'est ce qu'on dit. Très loyaux, très fidèles et très loyaux. Donc j'ai rarement vu un chien se retourner contre son maître, peut-être en cas de maladie. Mais il y a des cas où moi j'en ai vu. La vidéo m'a particulièrement marqué. Une vidéo où un chat a empêché un ours d'entrer dans la maison de son propriétaire. Le propriétaire dormait. Le propriétaire a installé des caméras. Il a mis des caméras dans la maison. Donc c'était à la cuisine. L'ours voulait rentrer dans la maison. Il s'est interposé et l'ours a dû faire repousser chemin. Nathan, est-ce qu'au vu de ce que notre ami Donatien vient de dire, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donne? Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu justement l'importance d'avoir ces animaux près de nous? Alors, j'aime ce qu'il a dit, d'accord. Et je voudrais aussi essayer de diversifier les choses. Il faut comprendre déjà qu'on a parlé de deux choses, animal de compagnie et animal domestique. Il a parlé de chiens qui peuvent sauver des vies, etc. Il faut comprendre que ces animaux sont généralement dressés pour un usage. Là, déjà, on va dans le sens de la domestication. Oui, c'est comme le chien qui accompagne un malvoyant. Un malvoyant, c'est la domestication. Vous allez voir en Thaïlande, par exemple, les éléphants sont utilisés pour tirer des grumes, etc. Vous voyez au Tigré, du côté de l'Éthiopie, des chasseurs, des guerriers qui font la guerre avec des tigres. Ce sont leurs animaux domestiques. Ça veut dire que ça, c'est un usage qu'on va dire normal, parce que l'animal est censé nous aider aussi. Maintenant, quand on va dans le sens de la compagnie, c'est quand même un peu grave, comme ce qu'elle disait. Parce que ça renvoie à quelque chose. Et elle a dit que c'est culturel. Et ça, c'est fondamental parce que vraiment, en Occident, par exemple, les familles sont assez restreintes. Le père, la mère, les enfants. Le père est au travail, la mère au travail, les enfants restent seuls. Il faut accompagner le chien. Il faut créer aux enfants un environnement où ils peuvent quand même avoir de la compagnie. Mais chez nous, en Afrique, comme nous avons des sociétés assez mixtes, nous avons les tantes, les cousins, les oncles, les familles sont remplies. Est-ce qu'il y a ce besoin urgent? Parce qu'en ce moment, c'est en montée le phénomène. Donc, est-ce que le besoin urgent, ou peut-être avec l'évolution, avec la mondialisation, l'évolution des pensées, peut-être que les choses changent et peut-être que le besoin est bien présent. Mais il faut préciser que l'animal a un rôle dans la vie de l'homme, c'est fondamental. Et même que nous-mêmes, nous avons des caractéristiques animalières. On dit généralement, tu es une lionne, tu es une panthère.
Pourquoi? À cause de caractéristiques, voilà. Un lion qui sommeille en toi, à cause de caractéristiques que nous avons en nous. Tu es un aigle, tu as une vision d'aigle. Ce sont des caractéristiques que les hommes ont qui se rapportent aux animaux. Mais est-ce que l'homme doit dépendre affectivement des animaux? Là, c'est grave. Parce que jusqu'à ce qu'on voit des héritages, des choses compliquées, c'est très fort. Je voulais dire, il a raison de dire que les animaux, quand on parle de ces animaux qui protègent l'être humain, ça c'est pour un but précis. Si on prend les chiens renifleurs, qui peuvent renifler l'odeur, tout ça. Qu'on utilise en général dans les aéroports, les chiens policiers, tout ça. C'est parce que là, on les a appris à faire ça, donc c'est leur rôle. Mais le compagnonnage, ça devient autre chose. Par exemple, dans une revue, j'ai lu que pourquoi on trouve des animaux, un chat ou un chien aux enfants, c'est pour les responsabiliser, pour les apprendre à s'occuper de quelque chose. Oui. Mais ici, est-ce qu'on a besoin, dans une famille africaine, pour responsabiliser un enfant, de lui trouver un chien ou un chat? Il y a toujours un petit frère. Oui, parce que on a le grand frère ou la petite sœur qui joue moi, par exemple, à 3 ans, 4 ans, j'ai déjà eu ma petite sœur. Voilà. Donc, en allant jouer, je l'amenais toujours parce que ma mère elle me demandait si tu ne l'amènes pas, tu ne sors pas de la maison. Donc là, j'étais déjà responsable, je m'occupais d'elle. Je lui aidais à prendre sa douche. Je faisais énormément de choses. Donc, parlant de responsabilité, dans mon cas, je n'ai pas besoin de trouver un animal pour être responsable. Même si les animaux jouent un rôle très important, ils peuvent nous protéger. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui qui ont des chiens pour alerter. C'est le constat qu'on a ici sur le continent, parce qu'on a l'impression que, prenons le cas des chiens, les gens justement vont adopter des chiens pour protéger leur demeure. C'est pas vraiment un animal. C'est comme une alarme, je peux dire. Quand quelqu'un entre dans la maison, si le chien ne le reconnaît pas, il va aboyer. Il y a déjà la pancarte en général. Attention, chien méchant. Parfois, il n'y a même pas de chien méchant en fait. Mais justement, c'est pour ça. En fait, moi, je reviens sur ce point, mon cher Donatien. En fait, Toumata, encore une fois de plus, souligné un point très essentiel, repris par notre ami Nathan, quand on parlait de culture. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture aujourd'hui a un petit peu revu la manière d'être proche d'un animal de compagnie, parce qu'on a l'impression que sur le continent, c'est devenu beaucoup plus un effet de mode qu'autre chose. Nous avons des défilés des chiens, on assiste à des défilés des chiens, on assiste à la Fashion Week des chiens, on a l'impression que c'est beaucoup plus un effet de mode, mais sur le continent qui est le nôtre, la culture aujourd'hui est en train un petit peu de revoir la manière d'être très proche d'un animal. Bon, en fait, s'il faut revenir en fait à... mon frère a parlé tantôt de la compagnie, qui est différente de la domestication. Bon, après, si on revient dans les écrits, il faut comprendre que Dieu a donné à l'homme la capacité de dompter les animaux. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est de base. Déjà, l'homme a cette capacité de dompter. D'accord? Mais s'il faut aller plus loin, vous savez, en fait, s'il y a des choses que j'ai appris avec le temps, c'est que si on veut apprendre certaines choses, il faut regarder les animaux, regarder la nature. Ouais. Et donc, certaines personnes estiment que pourquoi ne pas essayer d'avoir ce contact très proche et prendre un animal de compagnie? Et beaucoup apprennent au travers de ces animaux. C'est vrai. Beaucoup apprennent. Donc, ce n'est pas juste... c'est vrai qu'actuellement, on va dans un effet de mode aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'industrie, en quelque sorte, par tous les moyens, veut se faire de l'argent. S'il faut prendre des animaux, les faire un défilé, si on peut avoir de l'argent par ça. Et puis après, on a des stars aussi de ces milieux-là. Parce que c'est devenu même un accessoire, j'ai envie de dire. Quand on voit des stars planétaires qui se baladent avec un chihuahua, qui se baladent avec un caniche, on a l'impression... Il y en a même qui ont des comptes Instagram. Exactement. C'est devenu un effet de mode parce que ça permet d'avoir des vues. On prend une photo avec, on poste sur Instagram, sur TikTok, tout ça. C'est à travers ça que moi je me dis que j'ai constaté ça plus chez les filles ou chez les femmes. Les chats, c'est beaucoup plus frisé, elles en adoptent. Même si dans certaines familles, votre famille, elle ne va pas accepter la compagnie des chats, mais vous allez vous en occuper, faire comme si ça faisait partie de vous. Non, parce qu'au-delà d'adopter un animal de compagnie, il faut avoir du temps aussi pour... parce que ils ont besoin d'espace en général, il faut sortir de temps en temps, aller il faut du temps et des moyens pour ça. Oui, parce qu'il y a le vétérinaire aussi derrière. Parce que les chats, beaucoup sont allergiques aux chats, il faut s'en occuper. Si c'est un chat errant, donc il faut le laver, il faut lui trouver quelque chose à manger. Les vaccins aussi, il faut être vacciné et tout le reste. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour ça. Et moi, personnellement, je n'ai pas les moyens ni le temps pour ça. Après c'est là où on comprend qu'en fait,
C'est-à-dire que l'homme, dans la société dans laquelle il vit, doit faire la part des choses. C'est-à-dire, bon, après c'est des animaux, mais chaque être a sa raison d'être. Oui. D'accord, bon, vous allez voir, il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'une compagnie animalière, mais c'est plus, ils aiment plus des jardins. La beauté des fleurs, alors qu'on sait que des fleurs sont les êtres vivants aussi. Donc ils aiment que l'entourage, l'endroit où ils vivent soit des beaux fleuris, donc ils arrosent, ils prennent le temps de bichonner. Certains qui ont des moyens payent un jardinier, d'autres le font d'eux-mêmes. Et ça fait bien. Donc pour aller un peu plus loin, on se rend compte que ces êtres-là ont vraiment leur rôle à jouer. Maintenant, après, tout dépendra de tout un chacun, parce que tout part d'une manière de voir, d'une perception, d'une volonté personnelle, et puis après... Alors, Nathan, évidemment, je t'ai laissé rebondir sur l'argumentaire de notre ami Donatien, mais il a également dit quelque chose d'assez pertinent, très intéressant, quand il disait qu'aujourd'hui, si tu veux voir comment l'autre se comporte, on regarde aussi un petit peu comment l'animal se comporte, parce que, vous l'avez dit, on a des similitudes aussi un petit peu avec ces animaux-là. Il a souligné encore, en parlant des exemples qu'il a eu à étaler, d'un chien qui a sauvé une personne de la noyade, d'un chat qui a empêché, on a vu tout ça, cette vidéo, un chat qui a empêché un bébé qui était sur le balcon de tomber à chaque fois qu'il voulait monter, le chat, enfin une chatte, donc elle essayait d'empêcher le bébé de traverser de l'autre côté. Donc l'instinct maternel, c'est là déjà en tout cas. Est-ce qu'au vu de tous ces exemples, est-ce qu'on peut affirmer, mon cher Nathan, qu'aujourd'hui les animaux s'humanisent et les humains s'animalisent, dans le sens où on a l'impression que même les humains ne sont plus dans ces faits-là, en fait. Ça c'est fort. C'est fort. Et malheureusement, c'est un constat. Ouais. C'est quelque chose... j'ai envie de faire la part des choses. Ce que Donatien disait, c'est évident. Il y a toute une industrie maintenant derrière. Ouais. Et le rôle du capitalisme aujourd'hui, l'effet du capitalisme, c'est de tuer l'humanité. Moi, je le dis, quand je dis tuer l'humanité, c'est pas physiquement, et même si. Ouais. Voilà. Bon, on a plusieurs cas dans ce sens-là aussi. C'est dans le sens de perdre les valeurs. Il a dit quelque chose de fondamental, c'est que à la base, ces animaux-là, il y en a qui ont de l'affection pour eux, qui trouvent de la quiétude à en prendre soin. Il y en a qui se sentent bien. Il y a des parents qui sont responsables, qui prennent soin de leur famille et aussi qui ont le temps pour s'occuper de ces animaux-là. Et là, c'est normal. C'est encore bien normal. Mais on en fait une industrie. On fait des pages Instagram, tout ça pour avoir des vues seulement, pour être suivi, pour avoir de l'argent. Ils sont parfois instrumentalisés dans le sens où... Exactement. On voit des chats qui jouent du piano, de la guitare. Bon, instrumentalisé, c'est juste pour avoir de l'argent. C'est comme aujourd'hui, on prend quelqu'un qui est handicapé pour en faire une bête de foire sur les réseaux, pour être suivi, pour avoir de l'argent. C'est la même chose. Ça veut dire que l'humanité vraiment perd son sens. Et ce que tu as dit, par contre, ça c'est fort parce qu'on voit que les animaux sont en train de se lever à notre dimension, la dimension humaine, avec des émotions fortes. Il a parlé de quelque chose, la loyauté. Un chat est très loyal. Les sorciers disent, certains sorciers disent que les chats sont plus loyaux que les hommes parce que le chat peut te faire des choses graves. Ouais, parce qu'on dit qu'il a un pied dedans, dans le delà et dans la réalité. Le chat, il n'est pas loyal. Dans le sens où, on va revenir sur ce point, évidemment. Et le chien, par exemple, aussi surtout le chien plus loyal que le chat, par exemple. Et il y a beaucoup de signes. Et chez les animaux, comme il a dit, on apprend beaucoup. Par exemple, du serpent, vous pouvez apprendre de la prudence, le silence, le calme, la sérénité. Le serpent ne dérange pas les gens. En principe, si le serpent est tort, vous êtes en confrontation, tu as forcément tort. Oui, parce que tu es venu dans son environnement. Même s'il est dans ton environnement, il ne te dérange pas. Il y a des gens qui ont dormi avec des serpents à leur oreiller, ils n'ont jamais su. Jusqu'à ceux qui décident de partir. Tu prends des choses, par exemple la mère poule, tu apprends comment elle se... Elle protège. Moi j'ai vu des poules, on a élevé des poules, elle se bat avec l'épervier. C'est un oiseau qui mange les poussins. Elle peut même sauter pour le suivre. Au point même de perdre sa vie. De perdre sa vie. On a vu des choses graves. Des coqs qui protègent leur basse-cour. Ça veut dire qu'avec les animaux, on apprend des choses. On peut apprendre même la façon de se comporter en tant que père. En regardant un coq, tu peux apprendre. En tant que mère, tu peux regarder une poule, apprendre comment... Les coqs, pas quand même. Il y en a quand même. Il y a des coqs très protecteurs. En fait, avec les coqs, plus ils grandissent,
plus ils deviennent différents. Tout à fait. C'est ça avec les coqs. Parce que moi, en toute sincérité, je pense que je voulais dire, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, moi j'étais très séduit, très hébété également quand j'ai vu cette vidéo d'un petit, c'est un bébé, il doit avoir 6 à 7 mois qui rampait et qui allait de l'autre côté, je crois qu'il devait être au 5e étage, et tu vois la chatte à chaque fois qui empêche le bébé quand il pose la main sur la barre, elle empêche à chaque fois, elle empêche. Et je me dis ça en fait c'est au fond d'elle c'est une mère déjà parce que voilà elle met bas, elle a des chatons, donc elle sait le danger. Et quand elle empêche un enfant justement de sauter, d'aller de l'autre côté pour peut-être on sait jamais, le pire peut arriver. Moi je me dis cette fois-ci là, comme tu l'as dit mon cher Nathan, les animaux arrivent à notre niveau parce que ça, ce geste, ça veut tout dire. Ça veut dire ne saute pas parce que tu peux mourir. Ça veut dire j'ai besoin de toi, je te protège. Et ça c'est assez fort. Alors on va revenir sur le plan culturel, ma chère Fatoumata. On a souligné, c'est vrai que la perception qu'on a des animaux, il est très différent. On a parlé tout à l'heure le chat fidèle, mais dans votre culture, le chat il est plus infidèle que le chat. Ouais, mais dans votre culture, c'est complètement à l'opposé de ce que Nathan vient de dire. Oui, pour les chats, on dit que le chat, il n'est pas loyal. C'est quelque chose qu'on nous raconte. Il accepte la nourriture, il est avec son maître, mais quand ils vont mourir devant Dieu, entre guillemets, le chat, il dira « Ah, mon maître, il est mauvais, il n'a jamais prié, il n'a jamais fait ceci, il n'a jamais fait cela. » Donc, on ne considère pas chez nous, en tout cas chez moi, le chat comme étant un animal assez loyal. Donc, le chat et le chien, même s'il y a beaucoup de chez moi qui ont des chiens comme alarme, je vous disais. Mais par rapport à ce que vous disiez, humanité, animal, tout ça, moi je me dis que les animaux, ils n'ont jamais changé. Ce sont les êtres humains qui ont changé. Voilà pourquoi je disais qu'en fait, exactement, voilà pourquoi je disais que les animaux s'humanisent, en fait, ils deviennent humains et les humains, malheureusement, vont dans l'autre sens. Ils ne s'humanisent pas, ils sont restés tels qu'ils sont. D'accord. Ils connaissent le danger, ils savent comment se protéger du danger. Voilà, il y a cet instinct-là, ils se protègent, ils se soutiennent. Vous voyez par exemple quand il y a les documentaires sur... Oui, des commentaires animaliers. Voilà, vous voyez comme il y a les chèvres... Vous êtes friand? Enfin, vous aimez ça, ce genre de documentaire? Non, pas vraiment, parfois je tombe dessus. Mais vous voyez comme par exemple une meute, entre guillemets, pour protéger un seul animal contre un lion et autres. Le souci, ce sont les êtres humains, pas les animaux. Les animaux, ils sont restés tels qu'ils sont. Nous, on est devenus des êtres capitalistes. Nous ne cherchons que l'argent. Le profit. Et nous ne cherchons que l'argent, des vues, des likes, tout ça. Et ça tend vers une mauvaise direction où nous n'aurons plus le contrôle, où on va penser que ce sont les animaux qui s'humanisent, alors que non, les animaux, ils continuent de rester ce qu'ils sont. Oui, ça c'est assez pertinent, Donatien, parce qu'elle a dit le capitalisme, notre ami Nathan l'a également souligné, le capitalisme nous tue, entre guillemets, évidemment, parce que oui, il y a un autre phénomène aussi, au-delà du fait d'adopter les animaux, il y a un autre phénomène, c'est la vente de ces animaux-là, qui prend en fait de l'ampleur. C'est un réel business aujourd'hui sur le continent. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez des pages des gens qui vendent des animaux, plus la race elle est supérieure, plus ça coûte cher. Et évidemment, c'est un autre phénomène sur lequel il faut revenir parce qu'on est toujours dans l'exploitation des animaux et comme Fatoumata l'a souligné, on est dans le profit. Oui, bon, malheureusement, comment est-ce que je peux dire ça? Je dirais pas que c'est déplorable, mais en fait, le monde dans lequel on est, vu qu'on a la course déjà de l'information, ça c'est un, mais en même temps, les gens veulent à tout prix se faire du profit d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des animaux, je dis bien la plupart, peut-être même tous, sont vendus. C'est tout un commerce mondial en fait. Vous allez vous rendre compte, je vais vous prendre des exemples parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on met en avant certaines marques, j'ai rien contre les marques. On va vous parler de certaines marques, donc je ne vais pas citer les noms. On va vous dire chaussures en peau de crocodile. On va vous dire vêtements en peau de chameau. Par exemple, on va vous dire sacs en cuir de serpent, par exemple. Vous vous rendez compte? Et là, on parle ils appellent ça les animaux exotiques. Et ce genre de vêtements-là coûte très cher, pour ceux qui en achètent. Et vous vous rendez compte que ça prend de l'ampleur et c'est vraiment démesuré. C'est une vraie industrie. Oui, c'est une très grande industrie. Et plus loin même, il y a certains qui respectent parce qu'il y a des législations. Il y a toute une législation mise en place pour réglementer ce système-là. Donc il faut respecter du départ jusqu'à l'arrivée, la vente de ces animaux. Il y a des textes. Mais là même, il y a du trafic au noir.
Bien sûr. Il y a ceux qui font ce trafic. Donc vous voyez qu'aujourd'hui même, ce qui est encore plus grave, c'est que ce qui me fait plus mal, lorsqu'on rentre même dans la faune et la flore, donc la faune sauvage, on parle de braconnage. Oui. Alors que ces animaux-là n'ont rien demandé à l'homme par rapport à ce qu'elle disait tantôt lorsqu'elle parlait de capitalisme. Eux, ils sont dans leur milieu naturel. Mais l'homme va vers eux pour les tuer. Et c'est même parce que ce qui est du gaspillage, lorsque je vois des gens aller tuer des éléphants, juste pour enlever des défenses, mais toute cette viande, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, mais déjà, le geste n'est pas louable parce qu'on ôte la vie à un type d'animal juste pour ses défenses. Ouais, et ça, c'est un fait très, très compliqué, évidemment, quand on parle toujours de ces animaux-là. Fatoumata, on va clore cette première partie parce que nous arrivons au terme de cette première partie. Alors, évidemment, on parle du côté symbolique. Un côté symbolique aujourd'hui, malheureusement, parasité par plusieurs points qu'on vient de mettre en place. Ouais. Évidemment, c'est très parasité. Capitalisme, on en a parlé. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect sociétal, tout ça. Mais pour moi, en tout cas, je ne sens pas encore le besoin de trouver un animal de compagnie. Peut-être un animal, il est important dans la société, il peut jouer différents rôles, mais par rapport au relationnel, je me laisse tenter avec mais vous êtes appelé à être maman demain, supposons que votre enfant justement décide d'avoir un animal de compagnie, comment ça se passe? Enfin, j'espère tout faire pour que ma fille ou mon fils se contente de l'humain. Après, on verra si ça le va. Exactement. Et c'est là pour nous les amis de marquer une courte pause. On se retrouve évidemment dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, tout de suite, on va s'intéresser à un stimulant, j'ai envie de dire. C'est un stimulant parce que beaucoup prennent en général ce produit pour essayer de booster un petit peu le corps, surtout quand on a un travail un peu difficile à faire derrière. Il s'agit évidemment de la caféine, du café de manière générale. Pourquoi aujourd'hui ce produit, on en devient dépendant de ce produit, et quels sont les risques, les dangers derrière? Alors pour ce qui est du café, moi je suis une accro, vraiment, parce qu'à un moment donné même, j'ai eu des problèmes gastriques, je suis allée voir le médecin, il m'a demandé si je prenais un excitant, bon, je lui ai dit que je prenais un café tout bas, Nescafé, du café de manière absolument générale. Tout en fait. Et là, il m'a demandé d'arrêter tout ce qui est excitant parce que les problèmes gastriques, ça donne des brûlures ça fait très mal. Et bon, j'ai décidé d'arrêter parce que qu'est-ce qui était à l'origine? Il y avait mes examens, donc tout le temps j'avais besoin de rester éveillée, donc je prenais le café, ça m'empêchait de dormir. Après, je voulais me concentrer, ça réussissait, un peu d'énergie aussi, je prenais donc. Et voilà donc. Oui, mais il est où le danger, Nathan? Je veux dire, c'est vrai que beaucoup prennent cette substance, la caféine, à l'image un peu de notre ami Fatoumata, c'est pour être un peu plus concentré. Déjà, la dépendance, il vient à partir d'où? Est-ce que c'est plus difficile de se détacher un petit peu de ça à partir du moment où on est déjà un petit peu à l'intérieur? Je pense que la caféine agit un peu comme la nicotine. C'est-à-dire, plus on en consomme, plus on devient dépendant. Et plus on est dépendant, ça devient plus difficile de s'en défaire. Maintenant, au niveau de la santé, le grand danger, comme elle a dit, les problèmes gastriques, les brûlures d'estomac. Mais il y a aussi le fait que la caféine, avec le temps, vous fait trembler. Vous ne pourrez pas saisir une feuille, augmente le stress. Parce que de la même manière que ça vous stimule, pour vous stimuler, il faut que ça agisse sur vos glandes. Et donc, plus vous en consommez, plus ça vous stimule, mais à un moment donné, même si vous n'en consommez pas, vous êtes sous l'effet. Et donc, ça augmente le stress au point où, lorsque vous saisissez une feuille de papier devant les gens, vous tremblez. Sans effort, vous tremblez carrément. J'ai eu des amis qui ont eu ça en classe de seconde seulement. Non seulement ils prenaient la caféine, ils fumaient aussi, et ça avait cet effet-là. Alors, lorsqu'ils tenaient un papier, ils tremblaient devant les gens, sans effort, et ses mains suaient complètement. Donc ça a des effets pervers sur l'organisme même, et ce sont des effets bien visibles. Oui, parce que, oui, allez-y. En fait, je voulais dire que la caféine, normalement, prise régulièrement, ça n'a que du bienfait pour l'être humain. Donc, normalement, on ne doit pas dépasser 3 à 5 tasses par jour. Mais ça va,
Voilà, quand on en prend plus, c'est là où se pose le problème. Au-delà même des brûlures gastriques, du tremblement, il y a l'insomnie qui vient s'imposer. Donc, dans ce cas-là, quand on n'arrive pas à dormir, on n'arrive plus à réfléchir bien parce que le cerveau, il a besoin de se reposer. Ouais. Et tout ça entre dans le processus du travail de l'homme, des études. C'est pour ça que le café pose problème. Mais au-delà de ça, c'est une bonne chose en fait. Une bonne chose. Donc en fait, ce qui dérange aujourd'hui, mon cher Donatien, c'est on va dire le dosage, le juste milieu en ce qui concerne évidemment la caféine. Alors c'est un point très intéressant évoqué par notre ami Fatoumata. Mais je reviens sur la question posée à notre ami Nathan. Comment y remédier? Je veux dire, comment aujourd'hui sortir un petit peu de ce carcan-là, sortir de cette dépendance-là à la caféine? Et le constat, il est général. Beaucoup de jeunes boivent du café et ils consomment beaucoup de la caféine, et là en fait c'est un peu dangereux. En fait, il y a un passage que j'aime bien, il est biblique le passage. Il dit « Tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile, tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir de quoi que ce soit ». En fait, il faut comprendre une chose en fait. On vit dans une société, je me rappelle encore quand j'étais en seconde ou première, mon prof d'économie avait l'habitude de nous dire « L'homme est influencé par l'environnement dans lequel il vit ». C'est-à-dire l'environnement dans lequel il grandit, quelque part a une influence, que ce soit positif ou négatif. Donc une influence négative ou positive. Et on va se rendre compte que pour c'est-à-dire essayer de réguler cela, il faut peut-être essayer de mettre des systèmes en place, c'est-à-dire revoir sa consommation. Parce qu'on dit qu'il faut consommer en moyenne, on est à 1,2 g, c'est entre 2 à 3 tasses. Oui, c'est ce qu'elle disait. Entre 2 à 3 tasses. On ne doit pas dépasser. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde notre société, ça devient maintenant un phénomène culturel. C'est-à-dire que c'est comme c'était la mode. Donc, le fait que le phénomène est culturel, donc c'est un phénomène de masse, tout le monde s'adonne. Donc, pourquoi être en retrait? Il faut aussi que je m'adonne. Donc, est-ce qu'il faut s'adonner parce que c'est un phénomène de masse sociétal ou culturel? Ou est-ce qu'il faut prendre du recul par rapport aussi à sa santé? Parce qu'on sait qu'en toute chose, l'abus nuit. Ouais. Et en parlant de ça justement, Nathan, parce qu'il a dit il y a le côté culturel également. Il n'y a qu'à voir un peu quand on sort dans les rues. Chaque deux pas. Voilà, chaque deux pas. Voilà, donc il y a un cercle là où il y a déjà des jeunes qui prennent du thé, de fois c'est du café qu'ils prennent. Des jeunes aussi parfois qui sont un petit peu au chômage. Est-ce qu'aujourd'hui, le café et le chômage forment un cercle vicieux, mon cher Nathan? La question est choc. C'est un lien très facile à faire. Ouais. Ça devient comme à notre époque, lorsqu'on était jeune, il y avait les jeux vidéo. Vous allez voir dans les points des kiosques des jeux vidéo, les personnes qui n'apprennent pas généralement sont là. Les chômeurs sont là, mais après il y a les faits, ceux qui apprennent aussi viennent les retrouver. Donc ça fait maintenant un mélange là de personnes oisives, des personnes qui sont censées apprendre, et il y en a qui abandonné l'école à cause de ça. On a vu beaucoup qui ont commencé avec nous au primaire, au lycée, qui ont après abandonné l'école, influencés par ça. Nous on avait par exemple au lycée Charles Méfane à Lambaréné au Gabon, derrière le lycée il y avait une plantation de chanvre indien. Et donc après là, on jouait là, des gens disparaissaient. Et il y en a qui n'ont pas terminé l'école. C'est pour dire quoi? L'effet est vraiment comme immédiat. Le chômage, le fait que les gens soient oisifs, pas seulement le chômage, les jeunes gens qui n'apprennent pas aussi, les jeunes qui devraient être en âge d'apprendre, qui n'apprennent pas, ça fait en sorte que les gens sont là. Au moins, tu peux avoir quelqu'un qui va t'offrir une tasse de café à 50 francs. Si tu restes là toute la journée, tu as au moins tes 10 tasses de café. Et c'est là ce qu'il disait, l'effet pervers. Parce qu'en principe, 2-3 tasses, ça va. Mais après, 4-5 tasses, parce que tu n'as rien d'autre à faire que d'en consommer toute la journée et de raconter des histoires. Donc, tu le fais et tu mets ta santé en danger. Non seulement ça aussi, tu ne trouves pas de solution pour ta vie. Et d'après ce qu'on dit, parce qu'évidemment, en préparant cette émission, je me suis un petit peu documenté, je me suis rapproché des médecins. Alors, les effets secondaires, tu l'as souligné, ma chère Fatoumata, en ce qui concerne évidemment les problèmes digestifs. Alors, il y a un autre problème, parce qu'en fait, la caféine, c'est une substance qui s'attaque à toutes les parties du corps. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et les médecins disent en fait que c'est un produit qui tue à petit feu. C'est-à-dire que vous estimez qu'en général,
général, la dose de café, par exemple, si vous mettez une cuillerée ou 2 cuillerées, vous dites, ah, c'est rien, c'est bon, ça passe, mais on nous fait comprendre que déjà 3 cuillerées, c'est trop déjà pour le café. Alors, vous êtes dans cette logique de la tasse, 1 tasse ou 3 tasses dans la journée, ça va, c'est le minimum. Alors, comme je dis, c'est une substance qui s'attaque à toutes les parties du corps. En ce qui concerne la bouche, parce que ça passe par là, on a la coloration des dents, déjà, qui cause un problème. Au niveau même, ah oui, il n'y a pas que nos amis qui prennent un petit peu, voilà, ça attaque aussi les poumons, la caféine, à long terme, évidemment. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, mon cher Donatien? Est-ce qu'il faut consulter ou bien il faut se faire, en fait, une sorte d'auto-violence pour éviter, justement, de détruire son corps à petit feu? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de volets qui rentrent en jeu, que ce soit à la fois le volet sociétal, le volet familial aussi et le volet individuel. Donc déjà, la société doit prendre ses précautions. Je vous prends par exemple, lorsque je vois certains produits dont je ne vais pas citer le nom, on diminue gravement la santé et on laisse les gens consommer. Ouais. C'est étonnant de voir un produit qui nuit, mais on nuit gravement à la santé et on met à consommer avec modération. Bon, en général, ça, c'est aussi les gouvernants qui imposent ça. Oui, parce oui, qu'après, il y en a qui prennent plaisir à consommer Après, on ces va produits. toujours revenir sur le volet dont on a discuté bien avant, le volet capitaliste. Ouais. Donc déjà, l'État doit faire son travail parce que s'il y a plus de malades, c'est plus d'argent qui sort pour soigner. Ça, c'est un. Et le volet familial, les parents aussi doivent avoir un point de regard sur ce que leurs enfants font. Vraiment discuter de temps en temps avec les parents. Ne soyons pas, c'est bon, pour ceux qui sont déjà parents, ne soyons pas ce genre de parents qui ont un regard lointain. Ne sait même pas ce que son enfant fait, ce que son enfant vit. Après, quand on découvre, parfois c'est le constat il est amer. Ouais. Maintenant, individuellement, il faut s'imposer un rythme. Peut-être dire que je peux prendre du café 1 fois par semaine. C'est possible de le faire parce que vous savez, aujourd'hui, il y a certaines difficultés qu'on traverse. Moi, je suis convaincu que c'est psychologique. Oui. C'est purement lié au psychique. Et lorsqu'on devient déjà, on commence à tendre vers la dépendance, il faut se remettre en question. Ouais. Se poser les bonnes questions et puis prendre plus de recul. Et puis après, si à un moment on sent qu'on ne peut pas seul, il faut se faire consulter, il faut demander de l'aide. Moi, je me dis que, par exemple, pour les solutions, ce serait d'abord... Déjà, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que à un moment donné, parce que tout excès est nuisible pour la santé. Ouais. Donc, c'est prendre conscience que si je prends une chose excessivement, ça peut nuire à ma santé. Ça va nuire. Ça va nuire. Ouais, parce que toi, tu es dans le domaine de la possibilité. Donc là, il n'y a pas l'État ou la famille. C'est la personne en tant que telle. À un moment donné, tu te dis que là, il va falloir que je mette ma santé en avant ou mon travail en avant. Et pour ça, il va falloir changer les habitudes. Quand tu avais l'habitude, comme moi, de prendre le café le matin à 7 h, après à 10 h, après à... Chaque fois. Donc, il faut... Soit tu décides d'arrêter. Soit tu remplaces par de l'eau, du jus de fruits. Tu changes tes habitudes carrément. Sinon, tu essaies d'arrêter comme moi. Moi, j'ai arrêté brusquement parce que je me suis dit, là, ma santé est en jeu, il faut que je passe à autre chose. On m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté. Je prenais de l'eau si l'envie de café me venait, ou j'essaie de trouver du jus de fruits, et après, ça passe. Même si là, je commence un peu à retomber. Bon, t'inquiète, on va te donner de l'eau, hein, c'est plus simple. C'est pour ça. Alors Nathan, je parlais évidemment tout à l'heure d'un point, j'insiste encore dessus, parce que en toute sincérité, j'étais un petit peu choqué quand je suis tombé dessus, en pensant que le milligramme de café qu'on balance peut nuire demain, dans 10 ans, à ma santé. Je me dis, là, il y a problème. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui usent, et ce, de manière abusive, un petit peu de la consommation du café, pas que les jeunes, hein, même les adultes, beaucoup sont dans ça. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des jeunes qui consomment de la caféine sont dans cette optique un petit peu comme notre ami Fatou Matal, c'est de se concentrer à la veille des examens. Or, dans ma recherche et avec ma consultation avec le médecin, qui me laisse entendre, un médecin évidemment Lionel, au passage qu'on salue, qui me laisse entendre que quand on consomme évidemment de l'eau, le corps a besoin de 5 litres d'eau. Ça, tout le monde, voilà, c'est une information générale, tout le monde connaît évidemment cette information. Est-ce que vous savez que 1% de ces 5% de 5 litres de l'eau, le cerveau en a besoin?
Et que si vous consommez justement de la caféine, ça va assécher votre cerveau, ce qui fait que beaucoup qui prennent évidemment la caféine, ils sont concentrés, ils ont beaucoup de concentration, vous n'avez pas sommeil. Or, le sommeil est réparateur pour le corps parce que la caféine vous empêche de dormir, parce que vous avez besoin de rester debout pour travailler. Est-ce qu'au vu de ça aujourd'hui, Nathan, on a parlé tout à l'heure du fait de se faire accompagner. Donatien a souligné l'urgence de se faire accompagner quand on sait qu'on ne peut plus ressortir de ce monde très fermé, ce cercle très fermé avec la petite cuillère et la tasse. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut axer les campagnes de sensibilisation? On sensibilise surtout aujourd'hui, mais ce point, il tue à petit feu beaucoup de nos jeunes frères et beaucoup de nos grands frères. Est-ce que la sensibilisation ne doit pas être orientée un petit peu aujourd'hui sur ça, sur l'effet un petit peu néfaste de la caféine, même s'il y en a qui le savent, peut-être revenir sur l'essentiel exactement. Il faut déjà dire quelque chose de fondamental à la base. C'est déjà une tromperie de penser que la caféine nous aide. Pourquoi je dis une tromperie? Parce que tu as précisé quelque chose, c'est que non seulement la caféine assèche l'eau dont le cerveau a besoin, ça te prive de sommeil. Or, il est prouvé scientifiquement que si tu n'as pas de sommeil, ton cerveau ne peut pas fonctionner correctement. L'une des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la population mondiale tend vers un abrutissement général, parce que les gens ne dorment plus. Et les gens n'arrivent plus à réfléchir, les gens n'arrivent même plus à prendre des décisions correctes. Pourquoi? Parce que moins vous avez de sommeil, moins votre cerveau a la capacité d'analyse, la capacité de décision de manière sensée. Comme je l'ai dit, le sommeil est réparateur, ça répare tout. Fondamental pour le cerveau. Et donc, il y a déjà ce grand danger-là. Donc, c'est une tromperie, c'est même une arnaque. Donc, on ne sait pas d'où l'information vient. Est-ce que c'est de l'industrie? Est-ce que ce sont des gens qui se sont fait une idée? Parce que peut-être je me dis, si je suis éveillé, c'est que je peux réviser. Mais si tu es éveillé, que ton cerveau ne fonctionne pas, il bloque. Tu révises à quel moment? Tu le fais comment? Parfois, on ne capitalise même pas, en fait, le taux d'information que tu as besoin pour aller à l'examen. Et tu es très fatigué après. Et je me dis que les docteurs doivent nous dire la vérité. Revenir sur la vérité des choses. Le cerveau humain se stimule. Il a toutes les substances nécessaires pour se stimuler. Il suffit que la personne se dise « mon examen est important », que la personne prenne les bonnes dispositions, la personne, dispose son temps, parce que les heures de la journée, on ne les ajoute pas. On avait un prof d'économie qui nous disait 24 heures, c'est 24 heures. Vous avez le devoir de créer du temps dans les 24 heures et pas plus. Vous ne pouvez pas en faire 26, vous ne pourrez pas en faire 28, mais vous avez le devoir de trouver du temps. Les 1 heure que tu passes devant Netflix, les 2 heures que tu passes devant WhatsApp, les 3 heures que tu passes devant Facebook, les 4 heures que tu passes devant Instagram, tu capitalises ça pour travailler. Maintenant, si tu estimes que ce n'est pas forcément nécessaire, tu n'en as pas forcément besoin, tu vas au talent. Mais ne tue pas ta santé, parce qu'au final, ça sert à quoi d'avoir un examen et de mourir demain? Je vais aller dans le même sens que lui. En fait, il y a un aîné, Gaius, dont je salue au passage. Gaius Yokossi. Il dit, j'ai aimé cette phrase, il dit, on ne parle pas de gestion du temps, mais on parle de gérer son temps dans le temps. Vous voyez, en fait, par rapport à ce que Nathan dit, en fait, on va se rendre compte que le comble, en fait, malheureusement aujourd'hui, en tant qu'étudiant, je me suis rendu compte, bon, j'ai fait aussi les mêmes erreurs. La plupart des étudiants préparent les examens à la veille. À la veille, oui. On va dire l'examen, c'est peut-être lundi, on va dire à 2 jours d'examen. Et on se met à prendre des tasses de café, on avale. Après, dès qu'on termine l'examen, on est exténué. On a tout oublié. Alors qu'on n'étudie pas pour oublier, on étudie pour comprendre, pour avoir gardé quelque chose. Donc, le plus important ici, c'est de programmer, de s'organiser, savoir que si mon examen, c'est dans tant de temps, comment est-ce que je peux optimiser? Donc, pour ne pas travailler en quantité, mais en qualité. Donc, beaucoup travaillent en quantité en prenant des grandes quantités de café. Après, va s'en suivre ce qui va s'en suivre, en fait. Moi, je reviens sur les... Oui, tu veux rebondir sur le point. Le souci, comme ils l'ont dit, c'est la grande quantité qui pose problème. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on diabolise le café. Non, parce que le café a ses bienfaits. Parce que, voyons, il y a une étude en France qui montre que la caféine a permis d'avoir moins d'accidents de la route parce que les chauffeurs de gros transporteurs qui en prenaient n'avaient pas... sommeil. Ils n'avaient pas de sommeil. Ils pouvaient rester éveillés. Ils pouvaient rester beaucoup plus concentrés. Le souci ici, c'est que si on en prend trop,
c'est là où il y a le souci. Donc, oui, raison pour laquelle on décide de s'intéresser à la thématique, parce que l'on parle justement de le fait que la personne, la personne devienne accro justement à la caféine. Parce qu'au-delà de 400 mg, c'est là où il y a le problème. Mais ça, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Les gens ne le savent pas qu'il y a un dosage que je dois respecter si je veux justement ne, si je veux pas exposer mon corps. C'est pour ça qu'on parle de surconsommation, que les gens... Mais il faut comprendre une chose. On n'est pas quand même assez bête. On sait que toute chose, même quand on mange un bon plat, quand on en mange trop, quand on en abuse, on sait que ça va nous nuire. Soit on aura un mal de ventre, ou soit quelque chose. Donc l'excès... moi, un bon tchéboudienne, ça va, je peux enchaîner que 3-4 plats. Mais en tout cas, moi, je me dis que ce n'est pas l'État ou la famille, comme je l'ai dit tantôt. C'est nous-mêmes. Nous devons comprendre que si nous voulons être en bonne santé, il va falloir qu'on modère notre consommation en toutes choses, que ce soit de la caféine ou autre chose. Surtout pour les jeunes, ça c'est, on insiste encore là-dessus. Donatien et Nathan sont revenus sur le fait de se créer un agenda, de se créer un programme, de ne pas décider d'étudier à la veille de l'examen, peut-être anticiper un peu plus pour éviter évidemment de nuire à sa santé, d'exposer le cerveau ou encore les autres parties du corps à des potentiels dangers dû à cette consommation abusive de caféine. Oui. Si on est têtu, on ne s'organise pas pour bien travailler. L'idéal peut-être c'est de parler à des personnes, de leur demander, des gens comme moi qui ont une expérience, de leur demander comment ils ont fait pour arrêter. C'est ça en fait. Parce que ce sont ces petites choses-là qui vont s'agrandir, devenir de gros problèmes. Donc l'idéal c'est que quand tu as un petit souci, apprends à résoudre ce petit souci dès qu'il est petit. Donc après, on verra. Parler aux gens, demander conseil. Si ce qu'on lit sur Internet, ça ne marche pas, ou si on va voir le médecin. Parce que, comprenons, ce n'est pas la caféine qui pose problème, c'est l'être humain en tant que tel. Parce que la caféine elle-même, par exemple, moi j'ai parlé à mon dentiste, je lui ai demandé est-ce que la caféine peut nuire à notre santé dentaire. Il m'a dit non. Si tu prends soin de tes dents, même si tu consommes parfois excessivement, si tu prends soin, ça ne va rien faire. Donc, c'est la personne avant tout qui doit s'auto-éduquer par rapport à toute consommation. Toute consommation, évidemment, elle est nuisible. Fatoumata, je reste avec toi parce que le point que je vais aborder également, c'est un point qui touche la jeune féminine. Alors, c'est vrai que vous êtes un peu, on va dire, à l'écart, c'est-à-dire vous consommez moins de caféine que les hommes. Mais tu as la preuve aujourd'hui que les femmes aussi consomment beaucoup de... Voilà, que c'est possible, vous consommez beaucoup de caféine. Mais cette consommation abusive aussi, parce que je suis toujours dans l'ordonnance de notre ami docteur Lionel, qui nous fait comprendre que c'est aussi, au-delà d'avoir des soucis au niveau de l'appareil digestif, ça touche aussi l'appareil reproducteur. Les femmes, parfois aussi, avec cette consommation abusive de caféine, peuvent devenir stériles. Le danger, il est énorme aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir, à l'image un peu de ce que Nathan a dit, axer une sensibilisation sur la jeune fille en ce qui concerne évidemment les dangers, quand on sait que demain, évidemment, les enfants représentent l'avenir de demain. Effectivement, si la consommation d'une chose peut poser des problèmes pour une femme d'enfanter, donc la sensibilisation, elle se pose déjà. Donc la caféine, c'est une drogue. C'est comme il l'a dit tout à l'heure, c'est comme la nicotine, on en devient dépendant. Et quand on devient dépendant d'une chose, arrêter, ça devient difficile. Donc à partir de cet instant, comme on fait pour les produits néfastes, entre guillemets, on conseille de consommer avec modération, on pourrait faire la même chose avec les caféines. Donc, essayez de sensibiliser les gens, les jeunes femmes, puisqu'elles sont tout le temps sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, sur les radios, leur parler, leur dire que consommer... Nous, on a commencé là dans Génération News. Ben voilà, c'est une bonne chose. Donc voilà, essayez de sensibiliser, parce que, comme il l'a dit tout à l'heure aussi, on ne nous dit pas tout. Et ça pose problème. Si on note que la caféine a des problèmes néfastes pour la santé reproductive, donc mieux vaut en parler dès maintenant pour essayer de trouver des solutions. Après, pour aller dans son sens, je me dis que, bon, on reviendra encore dessus peut-être, on parle de capitalisme. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut se faire son profit aura le courage de vous dire que ne consommez pas ce produit que je vous vends parce qu'il est néfaste pour votre santé.
Si je peux avoir plus d'argent, plus de consommateurs, moi ça m'arrange parce que j'ai mon profit. Donc le problème aujourd'hui ici, c'est une éducation familiale. Et parce que même ce qu'il dit, c'est pertinent parce qu'on a l'impression que chaque jour, chaque mois, il y a une nouvelle marque de cette qui arrive chaque jour, ils en sortent. Ils sortent c'est parce que le marché, pour nous les marketeurs, le marché devient plus grand. Tout à fait. Ça devient un effet de mode. Donc mais c'est surtout qu'il y a des demandeurs aussi. Si nous prenons la cigarette par exemple, on vend ça, mais pourtant on spécifie que c'est mauvais pour la santé. Oui, mais après, sur la cigarette, le cas est grave parce que malgré le fait que c'est notifié, les gens ne se gênent pas. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre qu'il y a aussi des effets de psychologie derrière. Exactement. Voilà. Il y a des choses, sensibiliser pour une chose et interdire une chose, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Sensibiliser, c'est informer les gens sur les réalités, les réels dangers qu'ils encourent en consommant avec exagération, il faut préciser, un tel ou un tel produit. Excessif aussi. D'accord ? Le cas de la cigarette n'a aucune vertu naturelle. Le cas de la caféine en est un autre. Parce que c'est le cas des effets. La caféine a évidemment des effets bénéfiques pour l'homme. Oui, la cigarette, c'est un autre cas. La cigarette n'a aucun effet positif pour l'homme. Par cause du fait que ce sont des produits toxiques du début à la fin. Plus de 222 produits toxiques contenus dans ces éléments-là. Donc je parlais de sensibilisation. Sensibiliser, c'est vous dire, mesdemoiselles, si vous consommez de la caféine avec exagération, vous encourez de ne pas faire des enfants. Messieurs et mesdames, si vous en consommez avec exagération, vous encourez des crises d'insomnie, vous encourez des crises de tremblement. Vous pouvez même aller jusqu'à l'AVC, parce que ça, on ne le dit pas. Donc, ça, c'est sensibiliser. Interdire, c'est dire ne prenez pas la caféine. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Ça va susciter ma curiosité. Et j'irai vers. Donc, on n'interdit pas ce genre de choses. On dit la vérité. Et on le dit de manière, on la rend disponible. Seulement, tu as parlé des réseaux sociaux et tu as parlé de sensibilisation à ce niveau. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que ça ne vend pas. Si je vous dis que la caféine, voilà les effets, moi, je ne vais pas vendre. Je ne vais pas vendre. Il a parlé du capitalisme, je ne vais pas vendre. Et sur les réseaux, personne ne s'intéresse. Oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune sensibilisation là-dessus. Oui, il ne faut pas oublier autre chose. On a parlé de la vente, mais il ne faut pas oublier qu'avec la caféine, il y a un aspect bénéfique. Donc, même si on essaie de sensibiliser, ça va poser problème. Non, mais vous sensibilisez. Quand on sensibilise, on dit la vérité. Mais voilà, il y a beaucoup de théories qui tournent autour des cafés. Justement. De la caféine qui ne sont pas justes. Justement, parce que le café, pour moi, il peut être autre chose. Comment mon corps le prend, ça peut être différent pour vous. Donc, c'est là où se pose le problème. C'est justement ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne sensibilise pas. Donc, chacun fait sa théorie. Quand on parle de sensibiliser, par exemple, vous avez parlé de l'AVC. C'est même pas... En fait, il n'y a rien qui prouve... Peut-être que... Apparemment, par rapport à l'AVC, je crois quand même que c'est... Si, il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques, mais le souci, c'est que ce n'est pas général. Non, c'est pas général. Est-ce que pour autant minimiser ces risques-là? Non, ce n'est pas question de minimiser. Mais par exemple, si on se penche du côté positif, on va se dire, bon, il y a beaucoup d'aspects positifs. Je vais essayer de réguler ma consommation. Il y a beaucoup... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de théories, beaucoup de... C'est justement ça. La sensibilisation tue les spéculations. Exact. Parce que la sensibilisation et les spéculations ne sont pas la même chose. Lorsqu'on sensibilise, on vous donne le pourquoi du comment avec les doses et les dosages. Lorsqu'on fait des spéculations, on dit juste le café, ça m'empêche de dormir, ça me fait travailler. Or, on a prouvé tout à l'heure que c'est faux. Parce que déjà, le fait que ça te prive de sommeil, c'est dangereux pour ton cerveau. Le fait que ça prive ton cerveau d'eau, parce que ça t'assèche le cerveau, c'est dangereux. Ça, les consommateurs de café ne le savent pas. Tout à l'heure, par exemple, concernant l'appareil reproductif, moi, je n'avais même pas cette information que ça pouvait rendre la femme stérile. Je n'avais pas cette information. Donc, si on ne sensibilise pas, les gens ne savent pas qu'il y a des risques d'AVC. Quand il y a un risque, il y a un risque. Il faut le dire d'abord. Ça ne peut pas toucher tout le monde. Ça, c'est une vérité. Mais la vérité, c'est qu'il y a le risque. Et il faut le dire. Maintenant, lorsqu'on sensibilise aussi, on donne les effets positifs. On dit que le café, par exemple, vous stimule. Le café, par exemple, peut vous aider même à gérer votre stress. On vous dit la vérité
Et c'est à vous maintenant, à ce moment, de prendre la décision qui va avec votre Ouais, c'est comme on a dit, c'est évidemment à soi-même de se faire auto-violence pour évidemment aller dans ce sens-là. Les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission Génération News. On remercie Fatoumata, vous êtes étudiante en journalisme. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci pour l'invitation. Nous remercions également Donatien, vous êtes étudiant en droit. Un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Et nous remercions, pour terminer, notre ami Nathan, étudiant en management des affaires. Merci d'être à nouveau venu sur ce plateau de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.